je vais vous dire quelque chose. Oui. Il me pose un certain nombre de conditions. Lesquelles? Bon, dans leurs conditions, il parle du départ du président Paul Biya, il parle de l'arrivée, de la libération du ministre Kamto, la libération de tous les membres du NOZO, le nord-ouest, sud-ouest, qu'on a appelé, les sécessionnistes. oui, ce qu'on a appelé le consortium anglophone, et un certain nombre de conditions impossibles. Lesquelles? Alors vous me posez Lesquelles? Non, avant, c'est vous qui m'avez posé la question de savoir comment je les rattache dans un parti. Moi, en tant que professeur de sciences politiques, je constate que leurs revendications sont essentiellement politiques. Ils demandent qu'on libère. Donc, c'est pas une association. Ils demandent qu'on libère les sécessionnistes. Oui. Voilà leur position. Les opposants politiques. Et ils demandent le départ du président. Voilà. Alors, à partir de là. Pourquoi les rattacher à un seul parti politique? Ce sont des positions politiques. Voilà, pourquoi les rattacher à un parti? Les sécessionnistes sont-ils dans un parti politique? Vous savez que la rationalité en sciences humaines est liée à ce que Bourdieu appelle l'illustration. Ils sont venus, ils ont cassé l'ambassade du Cameroun. On a bien vu que lorsqu'ils ont cassé l'ambassade, ils avaient un portrait comme au président. Et en même temps, à côté de cette illustration comme au président, on a vu certains uriner sur le portrait du chef de l'État. Comme lui, beaucoup ont eu de larmes aux yeux, un professeur, même si lui n'a pas voté. On a vu leur position et d'autres nous disent que c'est lui qui nous a envoyés. Alors, non, moi je ne sais pas à quoi vous jouez, vous journalistes. Faites de l'investigation. Mais je ne fais que cela. Je pense que. Vous savez vous-même que ces gars-là sont liés. Ne vous enflammez pas. Je ne fais que mon travail. Moi, c'est ma façon de parler. C'est votre façon. Je les ai reçus sur ce plateau. Oui. Je me suis déplacé aux États-Unis les rencontrer. Au Canada rencontrer. J'étais en Suisse, à Genève, comme vous. Je n'ai pas séjourné dans un grand hôtel. Vous peut-être. Oui. Moi, j'ai les moyens de séjourner dans un grand hôtel. Dans ce grand hôtel. Je suis professeur de je n'avais pas les moyens. Du comité central. Je viens d'un parti au pouvoir. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Vous êtes parti sans argent. Pourquoi vous voulez que je fasse? Oui, sans argent, mais j'ai de l'argent. Merci, vous me laisserez un chèque là en partant. Donc j'étais à Genève rencontrer. Je ne vous ai pas dit que j'étais pauvre. S'il vous plaît. Je suis allé rencontrer ces jeunes gens où ils sont. Hier d'ailleurs était assis là le fils du planteur qui fait partie de ce groupe de la basse. À chaque fois je leur ai demandé et à chaque fois vraiment, avez-vous jamais rencontré le professeur Kamto? Vous verrez les réponses, suivez un petit peu plus, chers téléspectateurs, c'est toujours non. Lui, avez-vous jamais parlé? C'est toujours non. Pourquoi vous vous battez? Ils me disent, parce que nous voulons le changement au Cameroun. Est-ce que vous les écoutez comme moi ou c'est moi seul qui les écoute? Donc vous les écoutez mal, parce que dans les réseaux sociaux, lorsqu'il y a eu la casse, je crois quand même que vous êtes un homme de médias, il y a plusieurs preuves. D'ailleurs, à Mondiovision, où certains, dans des voices, disaient qu'ils ont eu Kamto. Avez-vous la preuve? Bah oui, bien sûr. Est-ce que je peux la voir? La preuve, je vais vous la donner. D'ailleurs, engagez-vous. Vous me donnez la preuve. Écoutez, je m'engage à vous envoyer des voices et un ensemble de documents où certains disent que le ministre Kamto nous a envoyé, mais il nous a dit de ne pas casser. Très bien. J'ai ces vidéos. Et alors, je vous donne les sources de ces vidéos. Pour qu'on tranche une fois. Les sources. RIS Radio. RIS Radio, c'est quelle radio là? Mais au Cameroun, RIS Radio. Et vous pouvez d'ailleurs avoir ça. Avez-vous des noms des personnes qui ont envoyé ces voix? Ils sont nombreux. Avez-vous des noms? Donnez-nous quelques noms. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quelques noms. Je suis venu dans une mission d'apaisement, je ne veux pas les citer. Il faut qu'on ait leur nom. Voyons. Vous savez pourquoi je ne le fais pas? Non, dites-moi. C'est faire échouer ma mission. Parce que je suis venu tendre la main, je suis venu ramener certains parmi eux perdus. D'abord, j'ai beaucoup de repentis. C'est un honneur pour moi. Vous ne me donnez aucun nom, alors les téléspectateurs veulent savoir. J'ai dit, vous voulez des noms, vraiment? Il faut des noms. Où les gens vous disent que allez voir dans une vidéo une qui s'appelle Salomé. Elle dit c'est le président Kamto qui nous a envoyé. C'est Kamto. Allez voir une autre. Je ne les connais pas, je vous dis des noms. Salomé. Allez voir un qui s'appelle Max, je ne sais pas où. Max Ivoire. Oui. Il a été ici, il ne l'a jamais dit. Bon, alors, écoutez, monsieur, je mets mon honneur, mon collègue à côté. Je vous donne les références des RIS Radio et je mets à votre disposition toutes les vidéos. Et est-ce que, attendez,
Vous vous engagez à les publier? Je m'engage à les publier, je le dis Très si bien, c'est merci. téléspectateur. Alors, si vous le mettez à ma disposition, le professeur Aimé Boni est témoin, les gens en coulisses sont témoins, je les publierai. Professeur, je mets ça à sa disposition, sinon je ne suis pas un homme d'honneur. Très bien. Nous allons poursuivre, professeur Boni. Nous allons entrer maintenant dans le cœur politique de la chose. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur JMTV+, c'est chaud, mais c'est courtois, ça change de ce que nous avons eu avec votre camarade il y a quelques semaines, car vous au moins, vous répondez aux questions, cela montre que vous avez du respect pour mon média et pour mes téléspectateurs, et je vous en remercie. Ben, je suis connu comme ça, je ne fais pas de langue de bois. Alors, et je vais vous faire encore une petite confidence. Le président Paul Biya, lors d'une audience où il me recevait, il m'a dit, après je l'ai dit dans votre média, qu'il aimait ce que je fais et qu'il appréciait beaucoup mon franc-parler. Ça vient du chef de l'État camerounais. Que je rêve d'interviewer un jour, je l'avais dit à son directeur de cabinet, M. Samuel Vondoyou, que je connais. Je lui avais dit en décembre 2017 que je souhaiterais interviewer M. Biya. J'attends toujours, il ne faut pas que ça devienne l'attente des chrétiens vis-à-vis de Jésus. Bon, je vais en profiter pour, avec vos deux permissions, remercier et saluer l'attitude du pouvoir gabonais qui enfin a compris quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est contre un régime qu'on est contre son pays. Les régimes passent, les systèmes meurent, mais les nations demeurent. Je le dis parce que ma sœur et amie Nanda Lagabouma, qui est slameuse, et ses textes sont durs vis-à-vis du régime, que j'ai rencontré dans les marches gabonaises, dures, l'équivalent de la base gabonaise à Paris, a pu aller en vacances au Gabon et est revenu, elle m'a passé un coup de fil il y a 4 heures de temps, en bonne santé, personne ne l'a inquiété. J'espère qu'autour du Gabon, certains prendront la graine. Voilà, je poursuis. Vous suivez mon regard. Non, je ne peux pas. Sauf si, ne faites pas mon honneur parce que c'est important ce que vous dites là. Le président Paul Biya est dans une posture légaliste et institutionnelle. Je vous assure, la main sur le cœur. Mon voyage ici est une opportunité historique pour certains extrémistes de se faire amnistier. Amnistier? Oui. Mais je suis en train de vous parler. Non, moi je vous parle du Cameroun. Vous m'avez dit suivez mon regard, mais nous ne sommes pas naïfs. Ne vous énervez pas. Je m'énerve pas parce que vous biaisez un peu là. Vous voulez dire que si les autres partent au Cameroun, est-ce qu'ils reviendront? Au Gabon. Moi je suis au Cameroun. Non, vous avez dit suivez le regard. Moi j'ai suivi le regard. Vous avez les meilleurs yeux que moi, mais ici il s'agit des yeux de la tête. Non, vous ne pouvez pas me dire que suivez mon regard. Les gars sont partis. Tout est dans la tête alors. Donc je vous garantis que si ces compatriotes qui ont cassé, qui ont pissé et qui ont rudoyé le président saisissent ma main tendue, je vous garantis que du jour au lendemain, je me porte caution. Ils pourront entrer et sortir au Cameroun sans problème. Professeur, je vous prends un témoin. S'ils ratent l'occasion, comme certains ont dit, ah on s'en fout, il est un salaud, il soutient Paul Biya, je vais laisser ces gens-là avec notre gouvernement. Alors, mais je sais qu'ils ne gagneront pas. J'étais en train de vous parler du... Parce qu'on ne gagne jamais un combat avec un État. J'étais en train de vous parler d'une Gabonais. Je la connais. Qui est toujours radicalisé. Qui était à Genève d'ailleurs. Qui peut aller en vacances dans son pays et revenir tranquillement sans être inquiété. Voilà, donc que les autres pays de la sous-région en prennent graine, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Oui, je prends acte. Professeur Charlemagne Pascal Messanga-Yandine. Oui. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1982, M. Biya déclare ceci. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? 37 ans après, le nombre des enfants de la rue dans différentes villes du Cameroun est exponentiel. Celui des jeunes filles qui se sont lancées dans la prostitution l'est aussi. Je le sais car c'est moi qui étais derrière la caméra pour le documentaire « Les filières africaines de la prostitution » que j'ai tourné au Cameroun, dans les rues du Cameroun. D'ailleurs, parenthèse, mon passeport avait été retiré 48 heures, j'étais presque séquestré parce que je tournais un documentaire. Je reviens ici. Là, tu veux Jean Zélé. Comme si, c'est une réalité, je peux le dire. C'était Madame Suzanne Bombach
D'accord. avait retiré nos passeports et un de vos... Paix à son âme, Voilà. Suzanne Vombach. Elle est décédée, Donc, vous savez. comme si cela ne suffisait pas, nous venons d'assister à un exode massif des enfants du nord et du sud-ouest à la veille des rentrées scolaires au Cameroun. Au regard de tout ceci, professeur Nyamding, êtes-vous fier de ce Cameroun légué à la postérité et à nos enfants par votre champion? Moi, je crois qu'il y a le miroir noir du Cameroun que vous présentez, mais 37 ans après, il faut dire que le bilan est mitigé. Mitigé. Oui, le président Paul Biya arrive au Cameroun. Nous, quand nous étions à Yaoundé, nous les enfants de Yaoundé, il n'y avait que 3 lycées. Mais dites-le aussi, il y avait que... Moi, je suis un ancien du lycée Leclerc. Il y avait le lycée Leclerc, il y avait le lycée technique, puis il y a eu le lycée bilingue. Tous les pauvres, tous les enfants des pauvres, aller dans un établissement public d'ailleurs par anticipation, mon brillant estimé collègue, le professeur Boni l'a rappelé ici, le service public était une affaire des riches. Je vous dis, c'était des riches, n'allez pas au lycée Leclerc qui pouvait. Et vous ne venez pas dire que depuis que le président Paul Biya est là, malgré tout, chaque quartier a maintenant un lycée. Ah bon? Lycée de Chinga, lycée de Sos, lycée... Mais je vous dis, je vous parle devant le professeur. Monsieur, mais permettez-moi de vous... Pourquoi vous sursautez? Professeur, oui. Professeur, oui. Vous appelez cela des lycées? Oh, moi, j'ai vécu à proximité du lycée de Biemassi. Mais dans une salle de classe, on entendait la maman crier derrière et des odeurs de sauce remonter dans les salles. Ne faisons pas le débat sur la qualité. Moi, ce que j'observe, c'est que lycées, ça. Moi, là où j'habitais, j'ai eu la chance, je suis fils de fonctionnaire. Le petit enfant pauvre qui habitait derrière la maison au sous-quartier, je constatais que lui, il disait qu'il va à Matanfen, alors que l'autre allait au collège Madeleine, et qu'aujourd'hui, tous peuvent dire qu'ils vont dans les lycées publics. Là, nous sommes dans les politiques publiques. Et la qualité des lycées... Permettez-moi, maintenant, oui, non, vous m'avez posé une question. Je crois que j'ai le devoir et le respect. J'ai le devoir et le respect. Non, je voudrais dire qu'il faut que ce soit mitigé. Aujourd'hui, nous avons 8 universités. Ah bon? Mais bien sûr. Vous parlez de ces universités à Douala où les boîtes de nuit sont dans les c'est autre chose. Nous allons revoir ça après. Nous sommes un pays sous-développé. Ah. Mais maintenant, me poser la question de savoir est-ce que il y a eu une prolifération de la prostitution? Est-ce qu'il y a une prolifération? Je voudrais vous dire que en 1960, c'est vous qui posez les questions, mais ce n'est pas une colle, je pose la question, je vais répondre. Savez-vous combien de Camerounais sont-nous? 5 millions. Oui. Bon, et quand le président Paul Biya arrive, nous sommes 10 millions. Oui. Bon, il faut reconnaître que la croissance démographique n'a pas été suivie par la gouvernance. Ah, c'est là où je vous rejoins. En effet, gouverner, c'est prévoir. Je reconnais que il faut situer la défection actuelle du système social, la déstructuration du système social. Ce que M. Chirac appelait ici, je me rappelle, à une certaine époque, la fracture sociale. Elle a 2 origines. D'abord, origine interne, mauvaise gouvernance. Ah. Les gens volent beaucoup au Cameroun. Les gens volent? Oui, c'est-à-dire que les ministres ont trop volé. On le sait. Les directeurs ont trop volé, les cadres ont trop volé, la corruption. Donc, sur le plan endogène, cause endogène, mauvaise gouvernance, vol, et puis trahison permanente dont le président a été victime par rapport au cap qu'il a tracé. Et deuxième problème, les réseaux. Le Cameroun est devenu un marécage de réseaux. Ça veut dire que il y a 5 types de réseaux au Cameroun. Oui, permettez-moi de vous dire que j'ai travaillé cela avec mon frère et ami Charles Atebaïni. D'abord, il y a d'abord ce qu'on appelle les réseaux philosophiques. Eboka, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et tout ce que nous pouvons connaître comme réseau philosophique. Vous savez, j'ai dit un jour à un Camerounais qu'à la Sorbonne, mon maître politique était franc-maçon, le professeur Michel Alliot. C'est sa femme qui a été ministre de la Défense. Madame Michel Alliot. C'est son mari qui m'a donné la vie à la Sorbonne. C'est lui qui m'a recruté comme enseignant. Il était franc-maçon. Mais pour être docteur, il ne m'a pas conditionné. Et au Cameroun? Bon, et puis au Cameroun, on vous conditionne. Ah, vous devez être maçon ou rien. Ou Rose-Christien, ou Eboka. Bon, et puis, le premier réseau, j'appelle ça les réseaux philosophiques. Deuxième réseau, les réseaux ethniques. Je vous assure, allez au Cameroun. Oui. Vous allez constater que partout où il y a un ministère,
Du plancton jusqu'au ministre, c'est le patois du ministre que tout le monde parle. Le patois du ministre. Oui. Vous comprenez? Comme la majorité des ministres sont ethniquement liés à M. Paul Biya. Je ne sais pas, mais je peux le dire. Henriette Eko, il a dit, Éric Chimé l'a dit. De toute façon, moi je suis en train de vous dire que vous pouvez le dire, mais je vous fais des observations techniques d'un homme de science et non d'un partisan. Je prends du recul parfois par rapport à mon parti. Hein, je peux vous dire que si vous voyez le secteur, pour apprécier un pays, du point de vue de la sociologie de la gouvernance, il faut regarder deux secteurs. Comment les deux secteurs sont gérés. Le secteur public et le secteur privé. C'est Paul Biya qui est dans les quincailleries. C'est Paul Biya qui est dans les boulangeries. C'est Paul Biya qui est dans les hôtels. C'est Paul Biya qui est dans les grandes sociétés de supermarchés. Donc quand on observe, on appelle ça des déterminants, hein, nous les scientifiques. Hein, ce qui permet de justifier un état de fait. Vous allez voir que le secteur privé et le secteur public offrent des images de tribalisme. Alors sorti de là, et je suis d'accord avec vous, on ne pouvait qu'avec ces détournements de fonds, avec avoir une élite comprador. Comprador veut dire comprare. Des gens qui pensent qu'avec l'argent on peut tout acheter. On a donc construit un pays qui était programmé pour échouer. Qui Monsieur Biya, les personnes qui votre champion. Les personnes qui occupent les fonctions de pouvoir. Oui, bon, maintenant, vous dites le président Paul Biya. C'est lui qui les nomme. Moi, je constate tout simplement qu'il s'est étonné. C'est lui qui les nomme. Mais c'est lui qui les met en prison. Ah ben il les met en prison. C'est lui qui les met en prison. Regardez le Cameroun, citez-moi un pays au monde qui a autant de ministres et de directeurs généraux en prison que celui du président Paul Biya, que moi je soutiens. Ils sont tous en prison, mais l'argent on l'a pas récupéré, c'est quand même bizarre. Vous savez, je vais vous donner le président Paul Biya, dans son parti et en dehors de son parti, n'a eu que des voleurs. Vous avez entendu parler de l'affaire du brainstorm où le ministre Kamto qui se dit tout ça n'y touche. Vous savez, l'affaire de 14 milliards, je vous révèle quelque chose. J'ai causé avec le ministre, l'ancien garde des Sceaux, M. Amadou Ali, qui m'a reçu chez lui, vice-premier ministre. Vous voyez, je le dis ici. Lorsqu'il y a eu l'affaire de mise en place du nouveau code électoral, il m'a dit qu'il a appelé un jour son ministre délégué. Et il lui a posé 3 questions. Êtes-vous membre du brainstorm, la fameuse société, le fameux cabinet? Il lui a dit oui, j'étais mais je n'y suis plus, ce qui était faux. 2, étiez-vous au courant que le marché a été octroyé à cette société? Je vous cite encore une fois M. Amadou Ali. Et M. Kamto ne l'a pas nié. Il lui a dit que oui, il était au courant, mais il n'était pas là. 3, connaissez-vous que cette société existe et qu'elle a gagné le marché? Il a fini par dire oui, mais il dit qu'il n'a pas influencé. 14 milliards de volets. D'accord. Donc ça veut dire que quand vous parlez des voleurs s'il vous plaît, de l'intérieur, parlez aussi des voleurs de l'extérieur. S'il vous plaît, c'est très facile cet exemple. J'attendais que vous me preniez l'exemple de Mbengo par exemple. Mais qui est en prison? Qui est en prison? Il a volé. Vous évoquez un marché je ne peux même pas être proche des camarades qui ont volé. S'il vous plaît, vous évoquez là un cas d'un marché qui a été soumissionné et quelqu'un a gagné. Je l'ai vérifié, j'ai posé la question en off à M. Kamto, il m'a dit, j'étais pas au Cameroun, et il m'a indiqué où il était, il m'a montré les preuves. Est-ce que c'est lui qui a octroyé le marché? Qui a octroyé ce marché-là? M. Amadou Ali m'a dit que c'est lui qui a monté cela. Qui a octroyé le marché? Mais c'est lui. Monsieur Kamto? Le ministère de c'est M. Kamto qui a octroyé le marché? Oui. Il était ministre? Juge est parti. Est-ce qu'il était ministre garde des Sceaux? Oui, ministre délégué. Il était délégué, il n'était pas garde des Sceaux, il n'était pas ministre, donc c'est pas lui qui a octroyé le marché. Restez journaliste. Hein. Je veux rester. Moi j'aime bien ce parce que c'est très facile pour vous. Je vous connais très bien, monsieur. Ne vous comportez pas comme un militant du MSC. Vous aimez bien ne vous comportez pas comme un militant. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas là pour défendre Kamto ou Paul Biya. Vous êtes là pour échanger avec nous et croire aussi à ce que je vous dis. Je ne peux pas croire. Et sous le contrôle de mon collègue, je vous donne une information capitale. S'il vous plaît. Que j'aurais pu ne pas vous donner si je n'étais pas un homme courageux. Je n'allais pas vous dire que j'étais chez Amadou Ali et voilà ce qu'il m'a révélé. Monsieur Yanding, Amadou Ali, j'attends qu'il arrive à Paris et qu'il me contacte pour une interview. Je vous mettrai en contact. Et vous verrez qu'il ne pourrait même pas répondre à mes questions. Comment vous le savez? Ça, je vous le garantis. Je vous le garantis déjà. Je vais vous passer la parole. Vous êtes prompt à taper. Non, nous sommes dans le vol. Vous êtes prompt à taper sur M. Kamto. Bien sûr. Mais vous ne tapez pas sur ceux des vôtres.
qui ont mis ce pays à terre. Et vous avez plein d'exemples. Alors, je vous laisse la parole, monsieur. C'est parce que, sans vous couper, non, c'est vous ne me suivez pas souvent quand je parle du ministre Marafa. S'il vous plaît. Monsieur Marafa, dans l'affaire de Albatros, on a vu ni argent ni avion. Vous aurez dû le ça, ce sont des combats. Pourquoi? Mais est-ce que vous m'orientez? On a vu ni avion ni ceci, mais l'autre, son entreprise a gagné un marché, c'est lui vous pointez. Donc, professeur Boni, il me dit que je devais citer avant et que je ne devais pas citer. Professeur Boni, s'il vous plaît. Mon cher collègue, j'ai une question à vous poser. Oui. Qui est celle-ci? Oui, cher collègue. Est-ce qu'il existe un pays à gouvernance à peu près vertueuse où il y aurait autant de personnes qui ont bénéficié à un moment donné de la confiance d'un chef d'État par le biais des décrets? Autant de personnes emprisonnées pour avoir distrait les fonds publics. Et quand je le dis, c'est pas qu'on nomme quelqu'un aujourd'hui et il fait un détournement de milliards sur une opération ponctuelle et il est emprisonné dès le lendemain, enfin il est interpellé et on parle de gens qui ont mis des années, des décennies au pouvoir et qui ont donc dilapidé ces biens de manière continue pendant autant d'années, au vu et au su de tout le monde. Et donc je suppose du chef de l'État. Du chef de l'État. Vous êtes pertinent. Comment vous êtes très pertinent, chers collègues, parce que c'est ce qui étonne tout le monde. Allez-y, professeur. Et c'est le procès de ces régimes. C'est la rupture que nous qui sommes des progressistes refondateurs, c'est la rupture que nous demandons. Mais nous ne nous sommes pas, chers collègues, contentés, parce qu'à un moment donné, lorsque avec Charles Ateba Yéné, nous avons publié 2 ouvrages qui ont fait mal, le deuxième même a amené mon ami à être empoisonné, Charles Ateba Yéné. Le premier, c'est les stratégies de coup d'État et de détournement de fonds. Menace de mort, menace de mort. Nous nous sommes interrogés, que font encore ces gens? En tant que leader d'opinion, Charles Ateba Yéné et moi, courageusement, nous sommes mis au travail. Je vous assure, nous avons discrètement espionné les institutions. Nous sommes allés voir comment on devenait chef de service, comment on devenait sous-directeur, comment on devenait directeur, comment on était à la tête de certaines institutions, comment on devenait même conseiller à la présidence, comment on devenait attaché, comment est-ce qu'on devenait même chargé de mission, en effet, conseiller spécial même du président. Et puis nous avons poussé, permettez-moi, oui j'arrive, je vous en prie, parce qu'il est très pertinent et rationnel là. Et puis nous sommes allés au premier ministère. Nous avons un peu visité comment on devenait à un moment donné conseiller technique, chargé de mission attaché, et puis descendu plus blanc, ministre et secrétaire généraux. Charles Ateba Yéné et moi, nous avons mené ce travail pendant 6 ans dans l'espionnage scientifique absolu. Vous savez ce qu'on appelle, on a fait le terrain, l'investigation. Nous nous sommes rendus compte que près de 90% des personnes qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision appartiennent à des cercles exotériques. Et qu'à partir de là, ces cercles exotériques s'auto-congratulaient en s'accordant des faveurs. Et je vous donne des chiffres que nous avons eu à évaluer, Charles et moi, à travers des sondages dans les ministères et des institutions. Ils ne sont pas 1% de Camerounais. Je vous dis, ils sont à peine 1%. Mais ils sont d'une solidarité extrême, criminelle, au point où ils ne font que promouvoir les leurs. Et ils ferment les yeux au président à travers cela, au point où le RDPC, en tant qu'appareil politique, c'est-à-dire pilier susceptible de conduire et de soutenir la mise en œuvre de la politique du président, n'est qu'un instrument de campagne lors des élections présidentielles et lors des élections législatives, parce que le vrai parti, ce sont ces raisons. Donc il y a eu cette solidarité. Et alors nous avons écrit un ouvrage que j'ai préfacé,
le Cameroun sur la dictature des loges, des sectes et du magico-anal. Tollé total, on a voulu nous tuer. On nous a abusivement traités d'homophobes, alors que nous ne faisions que dire que moi je fais l'apologie des homosexuels en France, puisqu'ils ne conditionnent pas les gens pour vous octroyer quoi que ce soit. Et on est donc tombé, certains nous ont traités d'anti-maçons, alors que Ateba Yene et moi, nous faisons l'éloge des francs-maçons et des rosicruciens en France. Puisque moi j'ai grandi ici. Quand vous voyez la Sorbonne, le Luxembourg, Sébastopol, la Tour Eiffel, les grandes facultés de médecine, ce sont les maçons qui ont les bâtisseurs. Ça, oui. Mais alors moi je me suis donc posé la question de savoir quels sont ces imposteurs en Afrique qui viennent nous dire qu'ils sont francs-maçons, rosicruciens et homosexuels, alors qu'ils ne respectent pas le modèle occidental du développement qui est venu par les loges. En effet, je comprends. Vous comprenez? Et au lieu de nous comprendre, les gens ont combattu Charles et moi. Les gens, de votre bord? De tout bord. De tout bord. Au-delà du RDPC. Et dans le RDPC, certains ont estimé ont cru que, ont condamné cela. Alors que Charles Ateba Yene reprenez ces vidéos à YouTube, écoutez-le, écoutez-moi. Je l'ai écouté. Vous allez vous rendre compte que nous faisons l'éloge de la franc-maçonnerie occidentale, les Templiers qui ont tout construit ici. Qui ont tout construit. Alors, prenez le cas de mon village, Yabassi. Allez voir le village où on a un de mes frères qui a été ministre des Relations extérieures, qui est dans l'une des plus grandes loges. Allez voir la route qui va dans son village. C'est hideux, c'est laid. Nous aimons bien avoir des noms. C'est sombre. Mais écoutez, protégez-nous aussi. Nous ne venons pas dans les médias pour canarder les gens. Nous venons quand même dans les médias pour éclairer l'opinion. Bon, les Yabassiens vont reconnaître. Et vous dites que, allez voir ce monsieur, je vous dis qu'il a été ministre de la Nation sérieux. Allez voir la route. Il n'y a même pas de route pour aller dans son village. Donc c'est vous dire que le Cameroun, vous m'avez posé la question de savoir, et ça, chers collègues, comment est-on arrivé là? Cette crise-là, c'est la crise de nos imposteurs-là, qui prétendent être des Illuminati, mais en réalité, ce sont des gens de l'ombre. Et c'est pourquoi on a connu tout ça, parce que le Cameroun est sur le poids, est sur la dictature des loges. Malheureusement, ces gens ne font rien pour nous, contrairement à ce qu'on voit ici en Occident. Regardez comment nous sommes bien, comment nous sommes frères, comment nous nous en sortons. Et je crois que c'est ce paradigme qui nous a amenés dans la situation de sous-développement poussé où nous sommes. Et de radicalisation de la jeunesse? D'une certaine jeunesse, bien entendu. Et c'est leur droit. Vous poursuivez. Et moi, j'aurais donc dit, on ne peut pas raisonnablement considérer que le premier des Camerounais n'a rien à voir avec cet état de fait. Oui. Nous sommes certainement tous comptables du bilan, mais d'abord, lui, j'ai envie de dire, et qu'on sait que il y a des révolutions qui se font parce que une personne, et la personne la mieux indiquée, a décidé que je vais changer le cours de l'histoire, je vais changer le cours de la vie d'une nation. Nous avons l'exemple, à tort ou à raison, hein, mais ça c'est ce que la légende nous dit, que le Ghana est aujourd'hui ce qu'il est parce qu'un certain Jerry Rawlings a décidé que. Alors, je dis encore que moi je ne suis pas un historien, je ne suis pas un politologue. Oh, ce que vous dites est pertinent. Voilà. Alors, est-ce que... Rawlings a même fusillé son propre Exactement. frère. Exactement. Oh, oui. Et nous savons combien le Camerounais est quand même assez peureux. C'est-à-dire que quand on dit au Camerounais que oui, si là maintenant tu tentes encore de voler, tu verras ce qui va t'arriver. Les gens vont s'aligner. Parce que le Cameroun n'était pas comme ça. Quand nous étions gamins, voilà, moi en tant que médecin, chers collègues, j'ai exercé dans une certaine vie avant de revenir en France. Parce qu'en fait, moi aussi, bon, c'est pas mon émission, on ne parle pas de mon histoire. Mais j'ai fait j'ai exercé à l'hôpital général de Douala. Je rentre au Cameroun en 2002. Je suis théoriquement recruté à la fac de médecine de Yaoundé. Mais c'est un recrutement qui n'en était pas un en réalité. Et je faisais des allers-retours là-bas sans avoir eu à dispenser un seul cours. Et finalement, mon hôpital de rattachement, c'était l'hôpital à Quintine, puis l'hôpital général. Et
À l'hôpital général, entre vous, je vous le dis, vous venez de France, vous avez une façon de voir les choses, Bien sûr. de soigner les malades. Bien sûr. Et rapidement, votre banc de consultation est plein. Et ailleurs, il commence à se vider. Donc ça pose un problème. Et parce que la directrice adjointe de l'hôpital, on va dire ça comme ça, est le chef de service de cardiologie. Donc c'est-à-dire qu'elle a... Votre chef. Mon chef, ou ma chef, puisque c'est une dame. Et elle peut voir le directeur et dire au directeur, ce mec, il commence à me déranger. Et le directeur me convoque pour me dire, entre la raison et la politique, je dois faire un choix. C'est pas possible. Donc, je vous vire. J'ai été viré de l'hôpital Parce que vous faisiez bien votre travail. parce que les malades estimaient que je faisais bien mon travail. Et que entre-temps, parce que j'arrive, je vois un appareil d'échographie qui date du 19e siècle. Vous ne voyez, je vous fais un examen, mon cher collègue, je ne vois rien. Très grave. Je ne vois rien. Et je vais voir le directeur, je dis, mais moi je viens de France, j'ai des connexions, on peut avoir un équipement décent. Et on vous dit, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas priorité de soigner les malades. Donc vous allez donc vous étonner, mais moi je ne m'étonnerai pas de voir dans quel état de délabrement la ville de Douala est aujourd'hui. Ça c'est un aparté. Alors, à l'hôpital général de Douala. Ce qui est pertinent, En effet, puisque Douala c'est une catastrophe, Douala ressemble à la Tchétchénie, alors qu'il n'y a pas de guerre. À l'hôpital général de Douala, donc je termine avec ça, j'ai eu à soigner les anciens ministres du président Ahidjo. Ils étaient déjà d'un certain âge, donc certains sont morts à l'hôpital général avec moi. Et je vous assure qu'il y en a qui sont morts, pauvres, ils n'avaient rien. Alors c'est pour dire que, et mon père était fonctionnaire des eaux et forêts. À Edea, c'était le chef de service des eaux et forêts Edea. Il avait deux voitures de service et 2 chauffeurs. Mon cher collègue, moi j'ai fait le collège Saint-Pédis à Edea. Pour partir de chez moi quand François à Edea, c'est 30 minutes sous la chaleur de Edea. Je ne sais pas si vous connaissez Edea. Je connais très bien. À pied. Mon père nous disait, cette voiture-ci là, c'est la voiture de l'État, ce n'est pas ma voiture. Donc vous ne montez pas là pour aller. Ce qui ne se voit pas et qui ne se verrait pas aujourd'hui. Pour dire simplement que le Camerounais n'est pas né prévaricateur, il n'est pas né roublard, il n'est pas né corruptible et corrompu. Ou prostitué. Il est devenu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que le premier des Camerounais, qui lui, il est mon aîné, donc on peut imaginer qu'il a vécu à une époque meilleure que celle d'aujourd'hui. Comment est-ce que, et votre champion, enfin pour reprendre mon ministre de l'enseignement supérieur, son champion, et votre maître politique, puisque vous le dites quand même. C'est mon maître, voilà. Politique, parce qu'il au sens de la rigueur. Pourquoi est-ce que vous ne lui expliquez pas ces choses-là? Parce que peut-être qu'on dit qu'il est mal entouré, peut-être, mais il a quand même heureusement... Il s'est entouré. Il a quand même heureusement des personnes comme vous à côté, et ça, je vous assure que si je n'avais pas une estime pour vous, je ne serais pas venu pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Vous m'impressionnez beaucoup. Vous comprenez? Donc je suis là parce que je sais effectivement que vous pouvez aider ce pays, et vous devez aider ce pays. Comment fait-il pour ne pas voir cela, le président Biya, depuis 37 ans? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les perversions de la démocratie. Vous savez, le professeur, mais je suis très séduit par... décidément, je ne vous lâcherai plus, un pauvre, parce que... Écoutez, je ne savais pas que des gens comme ça existaient au Cameroun. Ah ben venez souvent me voir, non, ça veut dire que... il y a une majorité silencieuse qui a des choses à dire. C'est pas tous ceux qui vont souvent faire la roubladie dans les télévisions et chaque dimanche. Qui sont les mêmes, hein. Qui sont forts, qui ont souvent des thérapies, comme on dit en médecine. Venez on refuse de m'inviter. Si on l'invite Canal 2 pas. refuse de m'inviter. Moi, je ne vous lâcherai pas. STV refuse de m'inviter. Ne leur faites pas de la pub chez moi. Moi, je sais où je vais vous amener. Venez chez moi, n'allez plus chez eux. Je ne vous lâche pas, je sais où on va aller à la main. Ne m'enlevez pas mon client, laissez-le venir chez moi. Bien. Mais toujours est-il que il y a les perversions de la démocratie. Vous me dites comment est-on arrivé là? Vous savez, il a dit quelque chose de pertinent. À un moment donné, les pays africains avaient le choix entre l'autoritarisme et le développement, ou alors le libéralisme et la pauvreté. Je vous assure, quand on est sur un plateau comme le vôtre, il faut en sortir
avec des thérapies admirables. Il faut que vos téléspectateurs disent oui, on a vu une grosse émission. Vous savez que lorsque le président Ahidjo arrive au pouvoir, il a 3 objectifs. 3. C'est-à-dire, premier objectif, il y a d'abord la recherche de la consolidation de l'État camerounais. Deuxième objectif, la consolidation. Et troisième objectif, la stabilité du pays. Comment fait-il pour atteindre ces objectifs? Il va sur le Bon, alors, non, il y a 4 étapes fortes qu'il faut vous dire. Première étape, il y a la conférence de football. Oui, il appelle ses contempleurs. C'est-à-dire, il faut rappeler quand même à vos téléspectateurs que les anglophones, les Mouna, les Ekbetabi, les Djongo Foncha n'avaient pas pris les armes quand ils n'étaient pas contents du président Ahidjo. Ils ont discuté. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on discute. Mais non, les autres ont pris les armes. Permettez-moi d'abord de vous dire que première étape pour la recherche, la consolidation, la conférence de Fouman. On s'est dit, bon, le fédéralisme, il y a eu 61, la réunification. Deuxième étape forte. Troisième étape forte, il y a eu la création de l'UNC, l'Union nationale camerounaise en 66, qui était l'union des partis unifiés. Rappelons à vos téléspectateurs que le Cameroun était le seul pays en Afrique qui n'était pas un pays de partis uniques de fait. C'était les partis unifiés. Puisque l'article 3, alinéa 2 de la Constitution, continuait à parler des partis et formations politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Qui n'avaient pas le droit d'exister. Oui, non, mais bon, on a estimé que... L'UPC était interdit. Bon, certains ont considéré ça comme... L'UPC était interdit. Oui, mais certains ont considéré ça comme une démagogie. Hein. Non, ce que vous dites est pertinent. Parce que moi, j'ai été ici avec les Abel et Yenga, les Mongo Beti, les Ndé Toumaza. Vous savez, quand vous invitez des gens comme nous, nous devons aussi faire de la pédagogie. Et je voudrais vous dire qu'à l'unanimité, il a été prouvé que le président Ahidjo avait trompé peut-être les autres. Puisque l'UNC est devenu un parti unique, de fait. Mais, en fin de compte, en 72, le président Ahidjo met en place ce qu'on appelle la révolution pacifique du 20 mai. Où il veut rompre avec le statut Coante. C'est-à-dire Coante veut dire celui que nous avons hérité de la colonisation. Parce qu'il faut rappeler quelque chose aux Camerounais. Et là, permettez-moi de temps en temps d'arborer ma toge d'académicien. Vous allez constater du point de vue du droit international que tous les États africains, je dis bien tous, issus de la conférence de Berlin, les territoires issus de la conférence de Berlin, ces États n'ont pas eu accès à l'indépendance. Voyez? C'est-à-dire que ceux qui étaient dans l'escarcelle de Berlin, ce sont ces États, si vous voulez, en un mot, qui sont devenus indépendants. Donc c'est le Cameroun allemand qui était un territoire de Berlin octroyé à l'Allemagne. Donc le Cameroun a été indépendant. Alors vous allez voir qu'il y a une nuance que des juristes ne veulent pas toujours vous dire. Hormis des cas d'exception comme on a vu au Soudan du Sud aujourd'hui et ailleurs, aucun territoire du point de vue du droit international qui n'était pas issu de la conférence de Berlin qui a duré, non pas 84, elle a commencé en novembre 1884, elle s'est achevée en février 1885. Voilà, je m'arrête sur 84 car c'est l'année. Bon, alors vous comprenez que c'est important de dire donc que ce sont les territoires octroyés aux pays occidentaux qui ont obtenu l'indépendance suite à la résolution 15-14 de l'Assemblée générale de 1960 sur la libération des territoires et des peuples coloniaux ramenés au Cameroun. Parce qu'il est en train de dire comment est-on arrivé là. Comment est-on arrivé là? J'ai donc dit que malheureusement, le président Ahidjo, pour consolider son pouvoir, avait des camps de concentration comme Mantoum, Cholire, Yoko. Je vous assure que ce que vous vivez là aujourd'hui sur Paul Biya, vous faisiez ça sur Ahidjo, on vous pendait. D'ailleurs, regardez le processus de consolidation, comment il s'est achevé. Lorsque l'UPC, qui s'est engagé effectivement dans la lutte pour la libération, n'oubliez pas que c'est l'UPC, personne ne peut le nier, qui a demandé, qui avait 2 objectifs, l'indépendance et l'unité du Cameroun. Mais il faut dire que quand l'UPC est constitué,
Elle est divisée en 3. Il y a l'UPC de ceux qui ont voulu coopérer avec le président Aïdjo. Je tire ça de notre père Sengako. J'ai publié un livre que je vais d'ailleurs vous envoyer. Bon, bien, bravo, vous avez de très grandes connaissances. Bon, et il y avait une autre UPC en exil. Bon, celle-là était tenue par Moumier. Et puis, il y avait une autre UPC qui a choisi le maquis. Bon, l'UPC en exil, je vais vous dire quelque chose qui m'a marqué. Jeune étudiant, chers collègues, j'ai connu Abel et Yinga ici où j'allais aux grandes conférences à la rue des Charonnes. Mais ce qui m'a impressionné, Anissé et Kane, c'était un exilé. Suzanne Kalalobe était un exilé. Lorsque j'étais à la rue des Saint-Père, juste en face, on avait la faculté de médecine. Moi, c'est là où j'ai fait mes études. C'est là où j'ai fait mes études. Ah bon? Oui. Bon, mais je suis diplômé de diplomatie et Sciences Po. Bon, et je voudrais vous dire que quand je sortais de la rue des Saint-Père, ici dans le 7e, ce qui m'impressionnait, un matin, j'étais en 2e année de mes études de diplomatie et Sciences Po, je voyais deux noirs. Le régime de Yaoundé. C'était Kalalobe, c'était Anissé Kane. C'est comme ça que moi je les ai connus, c'était des exilés. Parce que, et ce qui m'a marqué, ces exilés changeaient de nom. Je suis en train de vous démontrer ici la faiblesse un peu de notre démocratie, le côté pervers. Parce que, je vous assure, les opposants changeaient de nom. Reprenez un monsieur comme Moukoko Priso. C'est récemment que je suis qu'il s'appelait Moukoko Priso. Parce que nous, en exil, on le connaissait au nom de Linga Bouinga. Prenez un type comme le commandant Kisamba. C'est après qu'on a su que c'est Ougli. Parce que sous Aïdjo, les opposants se cachaient ici. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est l'époque qui le voulait quand même. Suivez, je vais vous dire. Vous allez comprendre un peu ce qui nous arrive. Hein. C'est qu'aujourd'hui, quand moi je vois les opposants chasser le pouvoir, mais à l'époque, c'est le pouvoir qui venait les chasser. L'un des drames, je vous assure, monsieur, mon très cher, l'un des drames de cette chasse aux opposants, c'était la mort de Félix Moumi, qui a été empoisonné par un certain Benchel. À Genève. À Genève. Donc je voudrais vous dire que... Par qui? Bon, alors, commandité par qui? Mais pas le pouvoir d'Aïdjo. Le pouvoir d'Aïdjo seulement? Le président Aïdjo. Ah, et assassiné par... empoisonné par un Français. Non, c'était Benchel. Benchel. Oui. Moi j'ai eu la chance de faire des investigations. La bénédiction de la France ou pas? Benchel, c'était quoi? C'était un Camerounais? Oui. D'origine, il appartenait à la DGRE, au service national de France. Et il s'est passé pour un journaliste, c'est comme si lui, il s'est fait passer pour un journaliste. Ne vous inquiétez pas. J'arrive et puis on me met le talion, on l'a empoisonné au talion. Vous qui aimez ça. Je peux boire. Bon, alors pour revenir dans le problème de Paul Biya, pourquoi c'est comme ça? C'est qu'il y a les perversions de la démocratie. Ça dit qu'aujourd'hui, je vous dis, la démocratie a énormément affaibli nos politiques de développement. Aujourd'hui, je vous assure, quand on voit ce qui se passe au Cameroun, mais soyez beaucoup seraient pendus. La consécration, donc, et je termine là-dessus, de ce système macabre qui a discipliné les Camerounais. N'oubliez pas que nous sommes en train de nous poser la question, pourquoi cette indiscipline? Vous savez, nous sommes des universitaires, nous sommes des méthodologues. Méthodos veut dire le chemin. Donc, pour baliser le chemin, c'est que en 71, le président Aïdjo va attraper les dernières poches du maquis. Il va arrêter Ene Wandje, Wambo le courant, Takala Célestin. Le 15 janvier 71, je vous assure, la fusillade de Ene Wandje à Bafoussam a complètement calmé les Camerounais. Donc on voit bien que les Camerounais, comme il a dit, ils n'étaient pas disciplinés, mais ils avaient peur du fusil. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut ressusciter la fusillade. Hein. Pardon? Je suis pour qu'on fusille. D'accord. Excusez-moi de le dire, mais c'est mon intention réelle. Professeur. Parce que si on ne ressuscite pas la peine de mort, les gens vont continuer à voler. Parce que ceux qui volent sont des criminels. Professeur, avant de ressusciter la peine de mort et les fusillades, ne vaut-il pas mieux penser d'abord à donner de l'eau potable à la population, de l'éducation et à manger au moins et des routes avant de ressusciter les fusillades et les peines de mort? Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Mais ce que vous dites là, ce sont les problèmes de la vie. Vous savez, le Cameroun est membre de la communauté internationale. C'est-à-dire que nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes membres d'un ensemble d'institutions qui nous accompagnent. Oui, bon, on ne peut pas l'oublier, c'est pas possible. Sinon, vous êtes isolés.
Vous comprenez? Le Cameroun vient de recevoir ici Madame Bachelard, que moi j'ai rencontrée. Si le Cameroun n'avait pas peur de ses engagements, nous en droit international on appelle ça le pacta sunt servanda, le principe de la parole donnée et des engagements qu'un État tient. Il y a le droit du traité de 69 qui est un principe. Moi je continue à dire, nous sommes membres de l'OMC, nous sommes membres de l'OMS et de bien d'autres organismes, institutions internationales de développement. Il est clairement établi, effectivement, avec les groupes de pression que nous connaissons, Amnesty, Transparency, International Crisis Group. dont les observateurs sont souvent sollicités par vous. Oui, mais surtout, ils nous ont classé le pays le plus corrompu du monde. Et vous les sollicitez, mais pas les vrais. Oui, mais c'est pour vous dire que, je vous assure, monsieur, au-delà de toute propagande, il faut un nouveau type d'acteur politique autour du président Paul Biya. Toujours lui? Oui, parce il n'y a que lui qui peut diriger le Cameroun. Mais Paul Biya va partir. Il n'est pas éternel. Ah ben, on a l'impression par rapport vous écoutant qu'il ne mourra jamais, lui. Non, écoutez, vous en doutez bien. Je ne souhaite pas de mourir. Si vous avez un monsieur, une personnalité, un homme d'État de 86 ans que nous soutenons, vous savez, moi j'ai 53 ans, je ne voudrais pas ici venir vous dire que c'est un jeu, c'est que je fais. Nous avons quand même bien conscience qu'aujourd'hui, le président Paul Biya est en train de passer la main. La différence entre nous et les autres, c'est que nous avons la coutume qui nous apprend que quand vous avez un père vieillissant et partant, l'héritage ne revient qu'aux enfants qui sont autour de lui. Ah bon? Je ne voudrais pas être de ceux qui demain vont être complètement opposés à un chef d'État qui, quoi que l'on dise, notre génération, je ne sais pas quel âge vous avez, mais oui, vous avez peut-être la quarantaine, nous avons beaucoup de chance. Parce que je suis convaincu que nous qui avons aujourd'hui moins de 55 ans en descendant, je dirais même jusqu'à 60 ans, nous avons une chance extraordinaire parce que nous allons connaître avec encore un peu de force la Troisième République. Contrairement à ceux qui, lorsque le président Paul Biya est arrivé, ils avaient 30 ans, 40 ans. Et je crois que quand je vois ces jeunes, ces jeunes de la diaspora, qui s'impatientent, qui cassent, je leur dis, je leur dis que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Tout le monde ne connaît pas croyant. Professeur Boni, alors professeur Moussangama Nyamding parle de démocratie. Ensuite nous ramène dans la chefferie du village et le trône doit revenir à un prince. Est-ce qu'il n'y a pas une cacophonie dans cette façon de fonctionner là, professeur Boni? Non, mais c'est vrai qu'effectivement, autant je peux partager certaines opinions avec mon collègue, autant celle-là je ne la partage pas. Moi je suis quelqu'un qui est fondamentalement influencé par le modèle qui veut que la longévité au pouvoir ne peut qu'être néfaste pour le développement. Pour moi, c'est un principe. Et c'est pour ça que je dis, on a eu aujourd'hui des directeurs des sociétés au Cameroun qui, je pense, sur le plan légal, c'est 9 ans. Mais en fait, il y en a qui font 30, 40. On ne peut plus être productif. C'est pas possible. Ce n'est pas, avec toute la volonté qu'on pourrait avoir et tout, ce n'est pas possible. Et je pense que c'est pour ça que la jeunesse occidentale est là. Il y a en Occident des choses positives qu'on devrait copier. Il y a des choses négatives. Tout à fait. Voilà. Et là, dans ce qui est positif, c'est que vous ne pouvez pas dire à un jeune français étudiant à la Sorbonne il va recevoir un enseignement d'un universitaire africain dont le parti politique dominant confisque entre guillemets, je dis bien confisque entre guillemets, par des moyens certainement légaux. Bon, ça, ce n'est pas l'objet du débat, mais plus ou moins de toute façon, hein, moi je comprends. Voilà, qui confisque le pouvoir politique, pendant autant d'années, bientôt 40, et expliquer à ce jeune
étudiant français Le concept de la qui démocratie. est bercé dans l'alternance politique. Déjà que sur le plan constitutionnel, on ne peut pas faire plus de 2 mandats dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. C'est parce qu'ils ont estimé que au bout de 2 mandats, tu n'es on plus est productif. cuit, Ce n'est pas possible. Et tout. Et encore que certains ont même du mal à remplir pour un second mandat, on les éjecte pour une raison ou pour une autre. Et expliquer à ce jeune-là qu'on peut, en Afrique, faire 30 ans, 40 ans, 50 bientôt, ans. En ayant 86 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est difficile. Alors, le problème, c'est que, et ça, je pense que nous l'avons dit ici, là, nous vivons dans un village planétaire. Nous sommes interdépendants. Nous ne sommes pas en autarcie. Si nous étions en autarcie, nous faisons ce que nous voulons faire dans nos pays. On s'en fout. Même si on était la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en Europe, en France, en train de discuter, débattre des problèmes camerounais. À 6000 km. Ça veut dire que le lieu géographique n'a plus d'importance. C'est la mondialisation. C'est la mondialisation. Donc, quand nous sortirons d'ici là, vous allez être peut-être interpellé parce que vous êtes quand même universitaire et vous avez fait vos classes à la Sorbonne. Vous êtes interpellé par le jeune français. Je suis sûr que ce mec-là, il ne comprendra pas le discours que vous tenez. Il faudra beaucoup d'efforts pour ça. Alors, donc, moi je dis, effectivement, il ne faut pas prendre les armes pour changer le système. Non, il faut que ce soit fait de manière démocratique. Mais il faut que le système aide à ce que cette démocratie-là puisse prospérer. Le scrutin à un tour, ou je ne sais pas trop quoi, et les camps, tout ça, ça fait partie. N'ayez pas peur. Et moi, je vais même vous dire, et ça, c'est pour vous rassurer, chers collègues, j'ai été scrutateur à Bona Prison, le 7 octobre. C'est moi qui inscrivais sur le tableau le dépouillage de chaque bulletin. Les votes de chacun, le nom. Vous l'avez dit ici. Je l'ai fait. J'écrivais toujours Paul Biya, Kamto, Cabral, Paul Biya. Paul Biya était en tête jusqu'au finish. C'est un peu amusant. On a l'impression que dans mon bureau de vote, Kamto a tiré le penalty à la fin. Il a doublé, mais de peu. Ça, c'est mon bureau de vote. Dans les autres bureaux de vote de ce centre-là, quand on s'est retrouvé entre scrutateurs, on essaie d'évaluer. Je pense que Paul Biya était en tête, ou alors au minimum deuxième. Et ailleurs, il était premier. Tout ça, c'est pour vous dire. Et là, je vous dis que ça, c'est sans la supposée tricherie dont nous parlent les autres partis. Voilà. Sans la tricherie, je vais vous dire que chez moi, ça s'est passé comme ça là. Même chez moi, et quand vous discutez avec des Camerounais, même des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, il y en a qui vous disent Paul Biya, rien d'autre. Tout ça, c'est pour dire qu'en fait, le président de la République n'a pas besoin de tricher pour gagner. Et je dis ça, une fois que j'ai dit ça, hein, je dis malheureusement, parce que le pays va mal. Le pays va très mal. Et moi, je souffre de ce que je vis aujourd'hui dans un pays où, quand nous sommes dans des conférences, quand je vous ai dit que je suis le leader d'une partie de la cardiologie, le leader africain. C'est-à-dire que tous les autres, de l'Égypte en Afrique du Sud, sont sous ma coupe. Je suis invité tous les mois dans un pays. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on ne vous voit pas, professeur Boni. Puisque maintenant nous sommes, je vais dire amis, nous aurons le temps d'échanger. Je vous assure que vous voyez le respect que vous, les Africains, qui sont à des années-lumière du Cameroun. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas la vraie réalité. Que moi, par exemple, personnellement, je vis dans mon pays. C'est pour dire que les Camerounais, ceux qui sont brillants comme vous et moi, nous le sommes, pas parce que le système permet la brillance. Non. Non, c'est parce que nous sommes des self-made men. Et il ne faut pas que ça continue. Et nous avons besoin de ces personnes qui sont donc la garde rapprochée. Je suppose que vous en faites partie. Du chef de l'État, de dire que, comme vous dites, il est déjà en train de partir. Vraiment. Vous savez, dans la vie, nous ne retenons que la fin, hein. Souvent. Et si aujourd'hui, il y a de vrais gestes posés pour qu'on voit un peu la dynamique qui va nous amener vers la sortie du chaos, je peux vous assurer que les Camerounais sont prêts d'oublier les 37 années de galère, on va dire ça comme ça. Non, personne ne va croire que c'est 40 années de galère. Quand 37 années, effectivement, 37 années de développement difficile. De difficile, voilà. Alors disons ça comme ça. Difficile. Et donc ça c'est important. Donc c'est pour ça que je dis... Ou de controverse, 37 années, parce qu'il y a énormément de extrêmement difficile avec des fonctionnaires milliardaires.
et des hommes d'affaires aussi qui sont les suppôts de ces fonctionnaires. Nos hommes d'affaires fabriquent. Moi, je parle des fonctionnaires. Quand vous êtes en le France, fonctionnaire est là pour servir l'État. Je vais vous dire l'homme d'affaires après m'intéresse pas. Tous ces hommes d'affaires, je vous ai dit quelque chose. Et c'est là où vraiment je suis admiratif encore du professeur. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu qu'il soit là. Nous sommes venus ici éclairer l'opinion. Parce qu'il y a au Cameroun ce qu'on appelle les camouflages. Nos hommes d'affaires sont les plus grands bandits, comme vous pouvez imaginer. C'est à travers nos hommes d'affaires qu'on fait le blanchiment d'argent. Les prêtres, non. Nos hommes d'affaires, regardez, on a parlé de l'Occident où nous nous retrouvons. Quand on vous parle de Dassault, vous voyez quoi? Les avions? Les avions. Quand on vous parle de chaussons, vous voyez? Donc, prenez tout ce qui est aujourd'hui, hein, ce sont les industriels. On vous parle de moi de Chandon. Tout à fait. On vous parle de tous ces vents. Chez nous, ils fabriquent quoi? Donc c'est la plus grande matière au Cameroun, ce sont nos hommes d'affaires. J'en profite. Est-ce que vous permettez que je mette quelque chose? Oui, bien sûr. Je reviens de Genève le 20 août dernier. J'ai été invité à Genève par un homme d'affaires suisse, que je ne vais pas encore citer ici, qui m'a remis des documents. Un homme d'affaires camerounais qui a 41 ans a été condamné par un tribunal anglais pour détournement de 2 millions de dollars. Je vais donner son nom ici car il ne me répond pas au téléphone. Il faut péter son nom. Je vais donner son nom, Fabrice Siaka. Je vous appelle, vous ne me répondez pas. Voilà. Alors, j'ai des documents dans les mains. Voilà. Comment voulez-vous que des hommes d'affaires, des investisseurs veuillent encore venir au Cameroun lorsqu'ils arrivent, ils sont poliés par les nôtres? Par les voleurs. À Je vous dis 41 que ans, la plus grande pollution, vous avez dit quelque chose et vous êtes aussi brillant. Hein? Je vous dis que ces gars, c'est des prêtres, non. Regardez un pays comme le Cameroun, lorsqu'on parle de plus-value, quand vous prenez la Chine, c'est la transformation de nos produits. Les nôtres transforment. Prenez un monsieur particulièrement qui me gêne beaucoup, qui a la tête qui est un transfuge du MEDEF. Moi, j'ai des amis au MEDEF. Madame Parizeau est une amie à moi, que j'ai connue très jeune ici. Bon, alors quand vous voyez l'aspect qu'ils appellent le JICAM, mais c'est de la poubelle. Quand vous prenez celui qui a la tête et qui vous dit qu'il fabrique les pastas, les pandas, il fabrique ça où? C'est de l'escroquerie. Ce sont des gars qui utilisent des pâtes parfois polluées et chez nous, et ils nous disent d'acheter ça. Mais c'est grave. Mais écoutez, non, je vous fais une analyse. C'est grave. Quand je dis polluer, non, allons-y. Oui. Quand je dis polluer, il faut qu'on soit clair dès le départ. On a affaire à un médecin. Et ça veut dire qu'il n'utilise pas notre matière première à la base. Ah, d'accord. On est d'accord, n'est-ce pas? Bon, donc ça veut dire que les gars font des transformations locales et ils vous disent ce dont on a besoin, ce sont les industriels. Mais je voudrais quand même revenir sur la question de pouvoir qu'il a invoqué. Parce que je vous ai dit, nous sommes des méthodologues. Tout à fait. Bon, et il dit effectivement que l'étudiant de la Sorbonne. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.